Salut à tous et bienvenue dans cette partie portant sur les boucles majeures dans Python, que sont la boucle for et la boucle while, ainsi que sur les instructions clés en Python. Donc les instructions try, except, etc. Alors c'est quoi une boucle en Python? Les boucles en Python, ce sont tout simplement des éléments qui permettent d'exécuter des tâches répétitives en bloc de code. Alors on distingue deux boucles majeures comme l'avons dit précédemment, la boucle for ici et la boucle while. Alors, ces boucles permettent de parcourir une liste, des dictionnaires, des tuples, des chaînes de caractères et de répéter des instructions sous certaines conditions. Comme exemple de répétition, nous avons ici l'affichage répétitif de bonjour par exemple. Là, nous avons trois occurrences de bonjour qui ont été affichées de façon répétitive. Alors, afficher de cette façon-ci en utilisant la fonction print, c'est un peu fastidieux, n'est-ce pas? Donc, les boucles nous permettent donc de raccourcir l'affichage consécutif d'un même élément ou répétitif. Sur ce, nous allons commencer par examiner la boucle for. Donc, comme nous le disions tantôt, la boucle for est utilisée pour parcourir des éléments d'une séquence, c'est-à-dire une liste de chaînes de caractères, des tuples, des dictionnaires, etc. La syntaxe générale de la boucle for ici est la suivante. Donc là, nous avons for variable in sequence. Donc, juste en bas, vous avez donc le deux points. Là, vous allez à la ligne et vous indentez. Vous mettez donc votre bloc d'instruction juste là. Comme premier exemple ici, nous avons l'affichage des nombres. Par exemple, nous désirons afficher ici les nombres allant de 0 à 4. Pour cela, nous allons donc utiliser la fonction range que nous avons vue dans les vidéos précédentes. Ce bloc de code nous permet donc d'effectuer cette tâche de façon easy, sans toutefois afficher premièrement 0 avec print, ensuite 2 ou 1 avec print, 2 avec print, etc. Donc lorsque nous exécutons ce bout de code, voilà ce que nous obtenons. Nous avons bel et bien l'affichage de ces nombres-là allant de 0 à 4. Comme deuxième exemple ici, nous avons donc le parcours d'une liste. Ici, nous allons utiliser la boucle for pour parcourir tout simplement une liste. Alors là, nous avons notre liste matériaux dans laquelle nous avons l'élément béton, l'élément acier, l'élément bois et l'élément verre. Donc là, nous allons donc utiliser notre liste for. Donc pour matériaux, dans notre liste matériaux ici, nous allons tout simplement afficher ce matériau-là. C'est ce que ça veut dire de façon littérale. En exécutant, vous verrez bien que nous avons l'affichage du béton, de l'acier, du bois et du fer. Ensuite, nous avons donc un autre exemple ici, il s'agit du parcours d'un dictionnaire. Donc là, c'est la même chose. Vous définissez votre dictionnaire constitué de matériaux, par exemple, le mot-clé matériaux qui a pour valeur acier, le mot-clé longueur ici qui a pour valeur 6 et le mot-clé section qui a pour valeur IPE 300. Donc là, vous allez donc parcourir votre dictionnaire en disant que pour clé et valeur dans notre dictionnaire qui est poutre, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement afficher ces clés et cette valeur-là. Donc en exécutant ce bout de code, là nous obtenons donc nos matériaux qui sont affichés, donc les clés qui sont affichées ainsi que leurs valeurs. Nous allons maintenant nous intéresser d'un peu plus près à la boucle while en Python. Donc comme nous l'avons dit dans la partie introductive, la boucle while répète un bloc de code tant qu'une condition ici est vraie. Donc là ça teste la condition avant d'exécuter une tâche. Donc sa syntaxe générale est la suivante. Là nous avons while condition, deux points. Là vous allez à la ligne, là vous indentez et bien sûr vous mettez votre bloc d'instruction. Comme premier exemple ici, nous allons donc créer un petit compteur. Alors là, nous disons que nous avons notre compteur qui était initialisé à 0. Nous disons que tant que notre compteur ici est inférieur à 5, nous allons tout simplement afficher le compteur. Maintenant, si nous arrêtons à ce niveau, nous verrons que notre compteur va s'afficher indéfiniment. Alors là, nous devons mettre donc un incrément. Cet incrément-ci va nous permettre d'incrémenter le compteur, c'est-à-dire de faire évoluer le compteur jusqu'à ce que la condition ne soit plus vérifiée. Cela va donc permettre à notre bout de code de s'arrêter. Si nous enlevons cet élément-ci, alors là, notre bout de code va s'exécuter à l'infini. Là, ça peut faire planter votre machine. Pourquoi? Parce que sans l'incrémentation, notre compteur gardera toujours la valeur 0 et 0 sera toujours de façon indéfinie inférieur à 5. Donc sur ce, en exécutant donc ce petit bout de code, vous verrez que nous avons bel et bien l'affichage des nombres allant de 0 jusqu'à 4 inclus. Comme autre exemple ici, nous avons la construction d'un
petit programme qui permet de demander le mot de passe. Donc là, nous initialisons d'abord notre mot de passe ici à vide, donc comme une chaîne de caractères vide ici. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que tant que le mot de passe ici est différent tout simplement de Python 123, alors qu'est-ce que nous faisons? Au mot de passe, nous allons donc demander un mot de passe à l'utilisateur. Maintenant, nous allons afficher accès autorisé. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Ici, nous allons exécuter ce bout de code. Vous verrez que on va me demander un mot de passe. Comme je l'ai dit, grâce à la fonction input, là, nous pouvons taper n'importe quoi, par exemple. Et là, lorsqu'on tape entrée, le mot de passe sera ensuite redemandé. C'est-à-dire, le mot de passe que nous avons tapé est différent de Python 123 que nous avions au départ. Donc là, si nous tapons quelque chose d'autre comme ceci, qui est différent de Python 123, donc là, on va continuer à me redemander le mot de passe. Ça signifie tout simplement que ce mot de passe n'est pas juste. Maintenant, nous allons entrer exactement Python 123. Donc là, nous copions cet élément et là, nous collons juste ici en bas. Là, vous verrez que en tapant sur entrée, là, on me renvoie le message accès autorisé. Nous allons maintenant évoluer avec l'utilisation du mot-clé break et du mot-clé continue. Nous allons commencer ici par break. Alors, la méthode break ici, le mot-clé break ici, permet tout simplement d'arrêter une exécution. Donc, la commande break interrompt la boucle immédiatement lorsque une condition est vérifiée ou bien n'est pas vérifiée. Comme exemple ici, nous avons notre boucle for juste ici en bas. Là, nous avons pour i, donc for i in range 10. Là, nous disons que si i est égal à 5, qu'est-ce que nous faisons? Nous arrêtons tout simplement le code et nous affichons i. Mais dans le cas concret, alors là, ça va continuer à tester jusqu'à ce que cette condition soit vérifiée. Donc là, lorsque nous exécutons ce bout de code, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons donc l'affichage de i ici, qui va aller de 0 à 4, autant pour moi. Alors, ça va de 0 à 4. Pourquoi est-ce que 5 n'est pas inclus, 6 n'est pas inclus, 7 n'est pas inclus, jusqu'à 10 n'est pas inclus? Parce que lorsque i a atteint 5, on a tout simplement ordonné au programme de s'arrêter grâce au mot-clé break. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser un peu au mot-clé continue qui permet de passer une itération ou bien qui permet de sauter une itération. Alors, comme exemple ici, nous avons ce bout de code. Là, nous avons for i in range 5. Qu'est-ce que nous avons? If i égale à 2, alors qu'est-ce qu'on fait? On continue. Et par la suite, nous allons afficher tout simplement les i. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les éléments ici sont affichés, excepté l'élément ici pour i égale à 2. Donc là, lorsque nous exécutons ce bout de code, vous verrez que nous avons 0, 1, 3, 4. Là, il n'y a pas 2 dans la liste. Tout simplement parce que nous avons sauté cet élément en utilisant donc cette fonction ou bien ce mot-clé continue. Maintenant, jetons un coup d'œil rapidement sur les boucles for et while avec else. Donc, l'utilisation de else dans les boucles for et les boucles while. Donc, en Python, on peut ajouter un bloc else à une boucle qui s'exécute si la boucle se termine normalement, donc sans break. Comme exemple ici avec la boucle for, nous avons le bout de code suivant. Alors, nous avons un bout de code qui va afficher les nombres allant de 0 ici à 4. Mais dans le cas concret, donc lorsque notre élément i ici ne se trouve pas dans cet intervalle-là, là, on va tout simplement afficher fin de la boucle. Donc là, lorsque nous exécutons ce bout de code, vous verrez que les nombres qui sont affichés à l'écran sont bel et bien les nombres allant de 0 à 4 ici. Donc lorsque nous sortons déjà de notre intervalle qui est l'intervalle 0, 5 exclu, qu'est-ce qu'on nous renvoie? Fin de la boucle. Donc maintenant, voici un exemple palpable avec la boucle while. Donc concernant la boucle while, nous avons également le bloc d'instruction suivant. Donc on dit que while ou tant que x est inférieur à 3, qu'est-ce qu'on fait? On affiche x. Par la suite, nous allons incrémenter x. Et dans le cas contraire, nous allons tout simplement renvoyer ce message. La boucle est terminée normalement, ou bien une boucle terminée normalement. Donc là, exécutons ce bout de code. Là, voilà ce que nous obtenons. Là, nous avons 0, 1, 2 ici. Maintenant, dans le cas contraire, lorsque nous sortons de notre intervalle, il a affiché donc la boucle est terminée ou bien une boucle terminée normalement. Nous allons à présent nous intéresser à la combinaison de try avec les boucles while et for. Donc l'instruction try est utilisée pour gérer des exceptions. Une exception est tout simplement une erreur qui se produit pendant l'exécution du programme et qui interrompt son fonctionnement normal. Donc grâce à try ici,
on peut anticiper et gérer ces erreurs sans que le programme ne plante. Donc sa syntaxe est tout simplement la suivante. Donc ici nous avons un try, deux points, indentation, bloc de code pouvant gérer ou bien générer une erreur. Par la suite nous avons except, c'est-à-dire si l'erreur est générée, alors le bloc except sera tout simplement exécuté. Donc là nous avons le code exécuté en cas d'erreur. Comme exemple simple ici, nous avons le cas que tout le monde connaît sans doute ici. Il s'agit ici de la division par 0. Donc qu'est-ce que nous disons? Nous disons que try x, on affecte à la variable x, on affecte 10 divisé par 0. Donc ici, en cas d'erreur, le bloc except sera tout simplement exécuté, c'est-à-dire le message erreur ou bien erreur, vous ne pouvez pas diviser par 0 sera tout simplement affiché à l'écran. Donc sur ce, lorsque nous exécutons ce bout de code, vous verrez que nous avons bel et bien ce message qui est affiché à l'écran. Alors revenons dans ce code-là et nous changeons 0 par exemple par 2. Vous verrez qu'aucun message ici ne sera affiché par la suite à l'écran parce que nous n'avons pas obtenu une erreur. Donc, il est également possible ici de capturer toutes les erreurs. Donc là, nous avons une série d'erreurs ici. Donc, dans le bout de code suivant, toute erreur sera capturée et affichée. Donc là, nous avons que try ici. Nous avons try, deux points. Là, nous allons ouvrir un fichier. C'est vrai que nous n'avons pas encore fait le cours portant sur les fichiers, mais vous comprendrez mieux cette partie lorsque vous allez donc aller suivre ce cours-là portant sur les fichiers. Donc là, nous ouvrons tout simplement un fichier ici. L'ouverture de ce fichier est faite ici en lecture, donc read, donc R ici. Là, nous disons maintenant que except. Là, nous avons exception as i, c'est-à-dire lorsque nous avons une erreur, nous allons conserver cette erreur-là dans une variable ici nommée e. Maintenant, nous allons tout simplement afficher l'ensemble de ces erreurs-là, c'est-à-dire en affichant ici à l'écran e. Par exemple, dans ce cas-ci, nous voulons ouvrir le fichier existant.txt. Comme erreur, par exemple, ce fichier peut ne pas exister dans mon ordinateur. Et d'ailleurs, je n'ai pas un tel fichier dans l'ordinateur. Donc, en exécutant ce bout de code comme ceci, vous verrez que voici l'erreur qui est renvoyée tout simplement à l'écran. Donc là, nous avons erreur détectée. Donc, error 2. Nous cherchons error directory. Donc, c'est mieux que ça. Maintenant, nous allons voir ici la combinaison de try ici avec else. Donc, nous allons procéder par un petit exemple. Nous avons dans le bout de code suivant, le bloc else s'exécute si aucune exception n'a été levée dans try. Qu'est-ce que nous avons? Là, nous avons try, nombre est égal à input, entrer un nombre. Donc là, nous utilisons la fonction input pour demander un entier à l'utilisateur. C'est pour laquelle nous avons commencé par int, car rappelez-vous, int ici identifie tout simplement les entiers. Donc là, nous avons except value error. Là, nous avons affiché print, ce n'est pas un nombre valide. Donc, si nous n'entrons pas un entier ici, alors ce message sera affiché. Et dans le cas contraire maintenant, voici le message qui sera affiché. Le nombre entré est tout simplement nombre. Là, ça va récupérer donc le nombre qui était contenu dans la variable nombre, dans sa valeur, et l'afficher à l'écran. Là, exécutons par exemple ce bout de code. Premièrement, nous allons commencer par entrer un nombre décimal. Entrons par exemple 10,2. Là, nous tapons entrée. Voici le message qui est affiché. Ce n'est pas un nombre valide, tout simplement parce que 10,2 n'est pas un entier, mais c'est un flottant. Par la suite, exécutons ce bout de code. Maintenant, nous entrons un nombre 10. Lorsque nous tapons entrée, voilà le message qui est affiché à l'écran. Le nombre entré est 10. Donc, tout est normal. Nous allons maintenant nous mouvoir vers l'utilisation du mot-clé finally. Alors, le bloc finally s'exécute toujours qu'il y ait une erreur ou non. Donc là, c'est indépendant de l'apparition de l'erreur ou bien de la présence d'une erreur ou pas dans un bloc d'instruction. Comme exemple, nous avons le bloc de code suivant. Ici, par exemple, nous voulons donc ouvrir un fichier ici en lecture. Donc, le nom du fichier, c'est mon fichier .txt encore. Donc là, except, c'est-à-dire si le fichier n'existe pas, ou bien s'il y a une erreur lors de l'ouverture du fichier, là, nous avons aussi un message qui est affiché à l'écran, fichier introuvable. Mais dans tous les cas, que le fichier existe ou pas ici, alors finally va s'exécuter, c'est-à-dire à l'écran, nous aurons toujours l'affichage ici, opération terminée. Donc là, en exécutant ce bout de code, ici, vous verrez que nous avons
le fichier ou bien le fichier introuvable ici. Et là, nous avons toujours l'apparition de ce finally là, donc opération terminée. Il existe également des techniques qui permettent de lever une exception. Alors, ceci se fait en utilisant tout simplement le mot-clé rise. Donc là, on peut déclencher une exception manuellement avec rise ici. Donc, nous avons donc un bout de code ici. Dans ce bout de code, donc nous avons si l'âge est inférieur à 18, alors l'exception est levée et intercepte dans except. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, nous avons une fonction qui est définie comme celle-ci. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne comprenez pas cette partie sur les fonctions, je vous renvoie sur le cours portant sur les fonctions qui sont un peu plus devant, ou bien qui se trouvent un peu plus devant. Donc là, nous avons défini une fonction appelée vérifier âge qui prend en paramètre l'âge. Donc là, nous disons que si l'âge est inférieur à 18, alors qu'est-ce qu'on fait? Une erreur ici sera tout simplement levée. Donc avec le mot-clé rise, nous levons une erreur. Alors cette erreur sera naturellement conservée dans cette variable value error. Et cette erreur, ou bien ce message d'erreur sera tout simplement le suivant. L'âge doit être supérieur ou égal à 18. Donc par la suite, nous allons retourner accès autorisé dans le cas contraire. Maintenant, nous utilisons la méthode try ici. Donc là, on affiche vérifier âge. Donc âge ici, par exemple, c'est 16. Ça, c'est un exemple pour l'exécution de cette fonction-là. Nous encodons donc un âge 16 ici. Maintenant, là, except value, bien value error, donc as i. Donc, nous allons définir cette variable ici et le renvoyer à i. Donc, conserver cette variable comme i ici. Par la suite, nous allons tout simplement afficher l'erreur. Donc, lorsque nous exécutons ce bout de code, voilà ce que nous obtenons. Nous avons erreur, l'âge doit être supérieur ou égal à 18. C'est-à-dire, le bloc, bien le mot-clé rise a bien joué son rôle ici. Car comme l'âge est inférieur à 18, ça a conservé l'erreur ou bien le message d'erreur dans value error qui sera en fait affiché lorsque nous allons tester cette fonction. Voici un petit cas pratique ici. Donc, comme cas pratique ici, bien sûr, en génie civil, nous avons la simulation ou bien la vérification de la résistance minimale d'un béton. Donc, nous définissons une fonction appelée résistance ou bien vérifier résistance ici, qui prend en paramètre la résistance ici du béton. Donc là, nous utilisons la méthode try. Donc là, si la résistance est inférieure à 25, alors on renvoie une erreur, qui est tout simplement résistance insuffisante. Maintenant, si nous avons un cas contraire, là, nous allons tout simplement afficher à l'écran matériaux conformes. Par la suite, nous utilisons naturellement le bloc except, bien le mot-clé except ici, pour afficher l'erreur que nous avons eu à tester au préalable. Donc maintenant, nous allons exécuter ce bout de code ici, par exemple. Ici, nous avons ancré un béton ici de résistance 20 mégapascal. Donc nous savons que 20 mégapascal ici est inférieur à 25 mégapascal. Donc comme c'est inférieur à 25 mégapascal, ça veut tout simplement dire que la résistance du béton ici est insuffisante. Sur ce, nous arrivons déjà au terme de cette partie. Donc je vous laisse l'exercice en application. Comme exercice, il s'agit ici de la vérification de la résistance de matériaux ou bien des matériaux. Donc l'exercice, c'est quoi? On veut tester la résistance des matériaux en appliquant des charges successives. Donc voici les conditions de test ici ou bien de vérification. Si la charge dépasse 100 kN, alors on arrête le test. Maintenant, si on continue à ajouter 20 kN par itération. Donc là, si la charge ici est inférieure à 100 kN, on va continuer à ajouter donc ces 20 kN justement par itération. Donc là, vous avez tout simplement écrit le code qui va permettre donc de résoudre ce petit problème. Alors, c'était tout pour cette partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ces tutos.